Elle est du côté de l'expérience, elle est du côté du corps, elle est du côté de tout ce qui va faire vaciller le concept. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous littéraire consacré à une figure historique de la littérature, Ingeborg Bachmann, et d'avoir à mes côtés l'actrice Vicky Krieps et l'écrivaine Cécile Ladjali. Vicky, tu es actrice et tu as récemment joué le rôle d'Ingeborg Bachmann dans le film de Margaret von Trotta, Voyage dans le désert, librement inspiré par les dernières années de la vie d'Ingeborg Bachmann et de sa relation avec l'écrivain Max Frisch. Cécile Ladjali, vous êtes écrivaine et professeure de littérature. En 2009, vous avez écrit Ordali, un roman retraçant librement l'histoire d'amour entre Ingeborg Bachmann et le poète Paul Celan. Vous avez également postfacé le volume des œuvres d'Ingeborg Bachmann aux éditions Actes Sud, maison où vous avez tout récemment publié le roman La nuit est mon jour préféré. Avant d'échanger ensemble, je vais prendre un petit peu de temps pour vous présenter cette femme en quelques minutes. L'écrivain Thomas Bernhard dira d'elle: elle est la poétesse la plus intelligente et la plus importante que l'Autriche ait jamais produite au cours de ce siècle. Mais c'est autant son œuvre et la radicalité de sa volonté créatrice que sa vie tourmentée qui ont fasciné ses contemporains. Sa mort tragique à Rome des suites de ses brûlures en 1973 contribua à alimenter l'aura mystérieuse de Bachmann, une femme à la fois si forte dans son écriture et ses prises de position et si fragile dans son existence intime où elle s'est consumée dans la passion et le chagrin. Elle est née en 1926 à Klagenfurt, à la frontière de l'Autriche, de la Yougoslavie et de l'Italie, dans une famille pétrie d'idées nationalistes. Son père adhère au parti nazi dès les années 30, mais elle va choisir de résister pendant l'occupation contre le fascisme avec pour seul allié la littérature. Et c'est la collision entre ces deux situations qui provoque chez elle un conflit intérieur qui la hantera toute sa vie et qui sera au cœur de toute son œuvre. Dès son arrivée à Vienne en 1946, elle rencontre les écrivains du célèbre groupe 47 et s'engage à défendre à leur côté la nécessité d'un renouvellement de la littérature. Ce mouvement émane d'une inquiétude philosophique et existentielle. Comment continuer à écrire et à parler en allemand alors qu'on a été dépossédé de sa langue, alors qu'elle a été au service d'un appareil de propagande et de mort? Il n'y aura pas pour elle de monde nouveau sans langue nouvelle. La rencontre avec le poète Paul Celan va renforcer en elle ce sentiment immense de responsabilité et la conviction intime que la poésie est une arme contre l'inhumain. En 1952, elle obtient le très prestigieux prix du groupe 47 pour son recueil Le temps en sursis. Sa poésie éblouit par son dépouillement, son incandescence qui vise l'émotion au plus haut point. Et elle fait même, à cette époque, la couverture du Spiegel. Elle écrit en 1956 une pièce pour la radio bavaroise, Le bon Dieu de Manhattan, et provoque, sans le savoir, une rencontre qui changera le cours de sa vie. Max Frisch, l'écrivain suisse-allemand, entend sa pièce à la radio et lui écrit son admiration. Pendant 5 ans, il s'engage dans une relation déchirante, faite de ruptures et de réconciliation. Les dernières années de sa vie seront solitaires et son roman Malina, que tout le monde attendait, sera mal accueilli par la critique. Elle meurt à 47 ans, en laissant des milliers de pages inachevées. Ingeborg Bachmann est une femme qui aura vécu dans l'excès jusqu'à se brûler dans la passion et l'autodestruction. Écrire, pour elle, n'est pas autre chose qu'un mouvement d'amour vers l'autre, un élan qui nous engage à chercher le mot juste pour surmonter la distance. Voilà. Merci beaucoup Charlotte pour ce texte très riche. Vicky, tu vas nous lire un poème qu'Ingeborg Bachmann a écrit et qu'on retrouve dans le recueil Invocation à la Grande Ourse, qui a été publié en 1956. Nous t'écoutons. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai ne jette pas de poudre aux yeux. Ce qui est vrai
sommeil et mort l'exigent de toi. Comme ancré dans ta chair, chaque douleur portant conseil, ce qui est vrai déplace la pierre de ta tombe. Ce qui est vrai, même hors de portée, évanescent, dans le germe et la feuille, dans le lit pourri de la langue, une année et une autre année, et tous les ans durant. Ce qui est vrai ne crée pas de temps, il le compense. Ce qui est vrai fait l'arrêt à la terre, démêle rêves et couronnes et les travaux des prés, monte sur ses ergots et plein de fruits extorqués, te foudroie et te boit tout entier. Ce qui est vrai n'attend pas l'expédition des prédateurs, où pour toi peut-être tout est en jeu. Tu es sa proie quand s'ouvrent tes plaies. Rien ne t'attaque qui ne te trahisse en fait. Arrive la lune et ses cruches de fiel, alors bois ton calice. La nuit tombe amère, dans les plumes des pigeons floconne la lie, tant qu'une branche n'est pas mise à l'abri. Tu es prisonnier du monde, de chaînes encombrées, mais ce qui est vrai trace des fissures dans le mur. Tu veilles et guettes ce qui est juste dans l'obscurité, tourné vers l'issue inconnue. Merci. Merci beaucoup, Vicky. Voilà. Quand est-ce que tu as découvert Ingeborg Bachmann pour la première fois? Quelle est ta première rencontre avec cette œuvre? À l'école, j'ai toujours beaucoup aimé la poésie, parce que chez moi c'était très bruyant et la poésie était comme une réponse un peu plus silencieuse à quelque chose que je comprenais pas très bien chez les humains. Oui, mais c'était vraiment que la poésie au début. Donc, je connaissais la poésie, je connaissais un peu ses romans, mais pas tout. Et c'est quand j'ai fait le film que je suis vraiment tombée dans tout l'univers et tout ce qu'elle a écrit. Elle a écrit énormément de choses. En fait, c'était quelqu'un de très travailleur. Elle travaillait beaucoup. Elle écrivait beaucoup de choses sur beaucoup de choses. Ouais. Donc, à l'occasion du film de Margaret Eventrota, Voyage dans le désert, que tu as tourné, tu as beaucoup lu Ingeborg Bachmann. Qu'est-ce qui t'a le plus touché dans son œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement interpellé? Oui, c'est vraiment comment elle porte les mots. Donc, elle se rendait compte que chaque mot peut être la fin de tout et le début. Ça peut être la chose salvatrice et en même temps la chose destructrice. Ça peut être le gouffre et ça peut être le paradis. Donc chaque mot porte la responsabilité de ça. Alors comment parler si tu sais que tout ce que tu dis peut vouloir dire la fin de tout ou le début, ou l'espoir ou la détresse. C'est ça qui m'a le plus parlé, je crois, ou touché, ou parce que c'est vrai, c'est tellement vrai et on n'y pense jamais. Et Charlotte, dans ce poème, Ce qui est vrai, qu'est-ce que tu retiens de ce poème et de ce rapport éventuellement à la vérité qu'elle a? C'est vrai que ce poème, avec cette répétition, ce qui est vrai, il y a quelque chose de l'ordre du courage, de la vérité. C'est-à-dire que le courage, il suffit pas d'être courageux une fois. Il faut recommencer à chaque instant le courage. Et quelque part, oui, la vérité n'est pas une question d'intelligence, de connexion logique, de concept. Non, la vérité, c'est pas le contraire de l'erreur pour elle. C'est le contraire de la lâcheté, de l'hypocrisie, de tout ce qui peut faire qu'on va se contenter de quelque chose qui est confortable, qui nous permet d'ordonner quelque part le réel de manière très sécurisante. Pour elle, la vérité, elle est du côté de l'expérience, elle est du côté du corps, elle est du côté de tout ce qui va faire vaciller le concept. Donc, il y a ce vers que je garde en moi, ce qui est vrai trace des fissures dans le mur. C'est une image très forte, mais
la vérité est du côté de la fêlure, de la fissure, dans ce qui vient fracturer les représentations confortables qu'on peut avoir. Et elle cherche la fêlure dans le langage aussi, dans l'ambiguïté entre les mots. Et c'est ça qui est très, très puissant dans ce poème. Et elle utilise des images très physiques, très concrètes. Cécile Ladjali, vous avez écrit un texte sur Ingeborg Bachmann, Une postface à ses œuvres aux éditions Actes Sud, et vous rappelez dans ce texte qu'elle a prononcé un discours qui s'appelle « On peut exiger de l'homme qu'il affronte la vérité ». Pourquoi un tel acharnement de sa part à la recherche de la vérité, vous qui la connaissez si bien? Parce qu'elle a la certitude qu'elle est l'enfant du mal et que tout reste à réinventer après Auschwitz. Elle est condamnée par l'aporie, c'est même pas une aporie, c'est un postulat nihiliste que lance Théodore Adorno, le grand philosophe du langage, en 1949. Il dit que écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. Alors c'est quelque chose de vertigineux et difficile à comprendre, mais ça signifie que rechercher la beauté, l'euphonie, en poésie et dans les arts, quels qu'ils soient, la musique, la peinture, la littérature, c'est incongru, c'est dégoûtant, parce que l'art, son but, depuis la nuit des temps, depuis que l'art existe, c'est de viser la beauté. Et au milieu du XXe siècle, le grand rêve des Lumières, des Aufklärung, qui signifiait que plus on allait avancer dans le temps et plus les hommes allaient être humains, bons, heureux, parce qu'ils seraient de plus en plus savants, forts des livres et des poèmes inventés, eh bien, le milieu du XXe siècle bat en brèche ce grand rêve des Lumières. Parce que c'est dans le pays le plus, je vais mettre des guillemets, mais le plus civilisé au monde, le pays de Kant, de Goethe, de Schelling, de Hölderlin, que s'organise la barbarie la plus épouvantable. Et donc, on ne croit plus, c'est l'ère du soupçon, on ne croit plus au pouvoir des mots, de la littérature, et on se dit parfois qu'il vaut mieux peut-être choisir le silence. Et elle sait qu'elle a cet héritage-là, l'héritage qui se situe dans la langue allemande, qui est la langue de sa famille, la langue de l'amour d'une certaine manière, mais aussi la langue d'Adolf Hitler. Et pourtant, à grands coups de pelle-bêche littéraire, elle va reconstruire l'espoir avec ses amis du Club 47 et avec son amant. Bon, moi, celui que je préfère, c'est Paul Celan, juif, roumain, rescapé de l'Holocauste, dont elle tombe éperdument amoureuse à la fin des années 40. Cette histoire d'amour va être très compliquée, mais Ingeborg Bachmann, c'est le travail avec la langue et puis faire fusionner les contraires, faire que l'impossible advienne. Une fille de nazi, amoureuse, éperdue d'un juif rescapé de l'Holocauste. Et il y a dans le poème que Vicky vient de lire, à la fin, une alchimie, une poétique qui est très célanienne. Il y a quelque chose qui ressemble à Célan parce que tous les deux se nourrissaient l'un l'autre énormément. Et quand vous dites toutes les deux, Charlotte et Vicky, qu'il y a quelque chose dans la création de pas du tout intellectuel, elle était immensément savante, mais quelque chose de viscéral et de très très physique, on le ressent plus que jamais dans les poèmes, parce que la poésie, c'est un art de la musique, du rythme, de l'image. Et il y a quelque chose de pas pensé dans ce que Vicky vient de nous lire, mais quelque chose d'intuitif, de ressenti, de très humain. Et ce qu'il y a de magnifique, et c'est ça la vérité de Bachmann, c'est qu'à un moment, elle oublie les livres et elle fait un pari sur le langage. Et elle arrache les mots à la nuit. Mm-hmm. Vous avez écrit un magnifique roman qui retrace donc justement l'histoire d'amour entre Ingeborg Bachmann et Paul Celan, qui s'appelle Ordali. Et dans ce roman, on entre à travers le regard d'un cousin amoureux d'elle, on entre dans sa vie. Quel est en fait l'aspect de sa personnalité que vous avez plus voulu mettre en valeur dans ce livre? Elle avait la maladie de l'espoir. Hein. Elle y croit. Elle croit au pouvoir de la littérature. Elle a été profondément marquée par l'entrée des nazis en 1938 dans Klagenfurt. Là, le choc est là, et elle dit que c'est le soleil, c'est les livres, c'est Rilke, c'est Baudelaire
le français qu'elle est en train de lire, qui vont la sauver du carnage. Et elle y croit éperdument. Et parallèlement à cette foi qu'elle place dans les mots et les livres à inventer pour demain, il y a aussi la foi qu'elle place en l'amour et à la rencontre avec l'autre. Pour elle, l'écriture, c'est un mouvement vers l'autre. Et il n'y a pas de poème qui ne soit amoureux chez elle. Tous les poèmes, tous les romans qu'elle écrit, ils sont tendus vers, excusez-moi, c'est un peu mon obsession, vers la personne de Paul Celan. Et tous les deux s'écrivent et se répondent de livre en livre. Et ça, c'est absolument fabuleux. On le constate aussi, on peut le vérifier dans leur correspondance qui a été publiée au Seuil, Le temps du cœur, c'est comme ça que c'est traduit en français. Et on voit bien qu'ils ont été séparés parce que Paul Celan était marié, donc c'était un amour adultère, mais elle lui offre un livre pour se consoler. Le baume de Ingeborg Bachmann, c'est la littérature. Alors Ingeborg Bachmann avait une relation très forte aux autres, à l'extérieur, et un de ses thèmes de prédilection, c'est l'amour-passion. Dans ses romans, et notamment dans Malina, son grand roman, elle décrit les rapports de couple et aussi la difficulté des rapports de couple dans les années 50, 60. Elle est pas la première à en parler, des rapports qui peuvent être des rapports de domination aussi, des rapports où la violence peut entrer en ligne de compte. Qu'est-ce qui fait que parmi les écrivaines de cette époque, elle en parle d'une manière particulière? Quelle est la tonalité d'Ingeborg Bachmann quand elle parle de cette question du couple? Elle n'est peut-être pas dans la dialectique classique masculin-féminin qui fatalement aboutit à l'affrontement. Elle est dans l'effacement des genres. Elle est dans cette sublime poétique moi, qui m'obsède depuis que j'écris, de l'androgyne. Le neutre en allemand permet beaucoup de choses aussi. Vicky en parlerait 10 milliards de fois mieux que moi. Et dans la relation entre Ivan, le héros de Malina, et moi, Ich, à un moment donné, il y a vraiment une fusion. Et Ich devient Ivan, et Ivan devient moi. Et il y a cette porosité, cet effacement des frontières génériques entre le masculin et le féminin, qui est une véritable proposition qu'elle nous offre pour le dialogue, pour la rencontre authentique avec autrui. Et cet effacement des genres, il est même d'un point de vue poétique dans toute son œuvre. En fait, c'est un génie polygraphe. Elle pratique tous les genres littéraires, le théâtre radiophonique, le roman, la poésie, l'essai. Et en fait, tout est dans tout est vase communicant. C'est un tourbillon, Ingeborg Bachmann, de création. C'était une bosseuse acharnée. Elle effrayait pas mal son entourage à cause de ça, d'ailleurs. Cécile Ladjali, vous avez parlé dans un des textes que vous avez écrit sur elle du fait qu'elle était prisonnière de sa féminité. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Peut-être ce que l'on disait tout à l'heure, elle était la petite fée qui devait écrire exclusivement des poèmes, ce qui est complètement idiot parce que la poésie, c'est peut-être de tous les genres littéraires le plus redoutable. On peut bluffer peut-être sur des centaines de pages, être un peu moyen par endroit dans un roman. En poésie, il faut être bon du début à la fin parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Vicky, donc, tu as joué dans ce film de Margarete Ventrota qui raconte donc l'histoire d'amour qu'a vécue Ingeborg Bachmann avec l'écrivain de langue allemande Max Frisch. Comment as-tu abordé ce rôle ? Comme je le fais souvent, mais là c'était encore plus dur ou plus important, j'ai essayé de ne pas vouloir devenir elle ou de ne pas vouloir faire l'exercice parfait où je deviens quelqu'un qui a existé, surtout quelqu'un important en langue allemande, quelqu'un qui a été non seulement connu, mais connu pour des idées, connu pour son intelligence, pour plein de choses, et pour un physique, une façon de parler très particulière aussi. Donc je me suis dit, je ne vais pas essayer de passer des heures à copier comment est-ce qu'elle marche, comment est-ce qu'elle parle, mais plutôt de trouver la clé pour moi, personnelle, à comprendre ou à débloquer qu'est-ce qui a fait qu'elle était comme elle était. Et ce que j'ai trouvé, moi, c'était... Alors, une fois, c'était la recherche de la vérité.
Et cette importance des mots, que si tu te rends compte que chaque mot que tu dis peut vouloir dire tout, tu peux plus parler. Et après, j'ai tout construit de là, et surtout, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais construit et oublier ce que je pensais savoir. Et donc j'étais beaucoup très tremblante pendant le tournage, et comme si la terre bouge un peu tout le temps. Vicky, est-ce que tu peux nous lire un poème d'Ingeborg Bachmann qui s'appelle « La Bohème est au bord de la mer », qui est un de ses poèmes les plus connus et peut-être les plus illustratifs de sa pensée, donc en allemand. Böhmen liegt am Meer. Sind hier Ortshäuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verlier ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der so gut wie ich. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Ich glaub noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zu Grund, das heißt zum Meer. Dort find ich Böhmen wieder. Zu Grund gerichtet, wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt, und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein? Illyrer, Veroneser und Venetier alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind. Und irrt euch 100-mal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch hab ich sie bestanden, ein ums andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält. Begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. Ça, c'est très frustrant, parce que je sais que je ne peux pas vous transmettre ce qu'elle a écrit en allemand. Il y a plein de choses qui sont presque pas possibles de traduire. Par exemple, Zugrund. Donc elle dit zugrunde gehen. Et le Grund, c'est le fond. Donc das Grund, der Meeresgrund, c'est le Grund de l'océan. Donc je peux aller au fond. Mais zugrunde gehen, quelque chose qui va zugrunde, is fainting, ou se décompose, ou meurt. Donc mourir ou décomposer, c'est zugrunde gehen. Mais zugrunde gehen, c'est aussi aller au fond. Donc en allemand, souvent les poèmes, ils utilisent des mots et un mot dit un autre mot. Mais en disant l'autre mot, les deux mots racontent une histoire en un mot. Alors c'est presque pas possible de traduire. Mais c'est une tâche impossible. C'est quand même très beau la traduction. Cette ambiguïté, elle est inhérente à la poésie en général. Hein. Ces figures de style où il y a un mot et deux sens, même des fois trois. Et là, on retrouve cette androgynie de Bachmann. Elle se compare à un bohémien à un moment donné. Et c'est elle. Et c'est elle. Là, elle est devenue un bohémien. Et c'est le privilège des poètes que de pouvoir déplacer les frontières. Comme ça, Rimbaud, dans Le bateau ivre, fait la même chose. Il déplace les continents, il crée des séismes. Et elle place la bohème au bord de la mer. Charlotte, donc, ce poème énonce une fiction comme une vérité quand elle dit « la bohème est au bord de la mer », alors qu'en réalité, la bohème n'est pas au bord de la mer. Qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est la dimension de l'utopie et du rêve aussi qui est très importante, où elle est dans cet espace entre le rêve et la douleur. Et en tout cas, ce poème, est presque de l'entendre en allemand, c'était tellement puissant. Il y a quelque chose de très fragile et d'une voix qui s'affirme dans la fragilité. Oui. Et c'est ça qui est... Et dans la destruction. Ouais.
C'est ça qu'un mot peut détruire et en même temps il peut sauver. Et donc des fois les mots qu'elle utilise c'est comme comme Une lame. oui, comme des lames. Mais en même temps comme une feuille. Parce qu'il y a cette dimension de la chute Oui. où elle dit je touche le fond, je vais au fond des choses. Mais ce qui est très fort, c'est que il y a toujours quelque chose qui la rattrape. Je reprends ce très beau vers qui est en titre du recueil, toute personne qui tombe a des ailes. Elle efface les frontières avec La Bohème est au bord de la mer, à un moment où l'Allemagne est défigurée par un mur. Aussi, ironie suprême de la poétesse qu'elle est, là. Les mots sont capables de ça. Alors, est-ce qu'ils vont suffire? Ouais. C'est tout le dilemme de Bachmann, mais elle parie dessus. C'est un pari presque pascalien. On n'a rien à perdre. Oui, elle cherche le vertige partout. Mais il y a un vers aussi très beau d'elle. Je me tiens rayonnante devant les plus profonds abîmes. Et il y a cette idée Exactement. où elle reste quand même toujours du côté de la lumière. Toujours. Oui, c'est un poème de jeunesse qui s'appelle Profession de foi, où justement c'est une sorte de déclaration qu'elle fait au monde très jeune, en disant qu'en quelque sorte, elle aura la responsabilité de se tenir droite devant l'abîme toute sa vie. Merci beaucoup, merci Cécile, merci Charlotte et merci Vicky pour cette très belle conversation.